Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la deuxième partie de la thématique sur les nuisances des banques centrales france-africaines. Dans la vidéo précédente, dont je vous mets le lien ici, j'avais analysé la réaction de la BEAC suite à la légalisation des crypto-monnaies en Centrafrique, du fait de la volonté d'émancipation du président Touadéra, et je vous donnais des perspectives d'avenir. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique de l'Ouest pour vous faire découvrir le dernier scandale de la BCEAO. Suite aux batailles inlassables que nous avons menées avec Mamadou Koulibaly, avec mon frangin Kémi Séba et tant d'autres activistes et artistes engagés dans la lutte pour la souveraineté africaine depuis des lustres, la France a fermé le compte d'opération des pays d'Afrique de l'Ouest de la zone franc, logés jusqu'ici au Trésor public français. Notez bien ceci et je le souligne parce que c'est important. Ce ne sont pas les gouvernements africains qui ont demandé cette fermeture, bien au contraire. Ils y étaient vivement opposés. Mais nos critiques incessantes, virulentes et étayées, ayant réussi à mobiliser l'opinion publique africaine qui s'est elle aussi rendue compte de l'arnaque monétaire dans laquelle nous sommes enlisés, Emmanuel Macron a fini par lâcher le morceau, en dépit du désir des dirigeants africains de rester dans la prison du franc CFA. Ce n'est un secret pour personne. Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum, Patrice Talon, Faure Gnassingbé et compagnie ne sont pas chauds pour sortir de l'histoire de cette monnaie nazie et entrer dans l'histoire avec grand H de l'Afrique. Alors aujourd'hui, avec 2 années et demie de recul, je vais faire un bilan et tirer les leçons de cette mesurette prise par l'occupant de l'Élysée et dont le but est de lui faire gagner du temps pour éviter la remise en cause des éléments les plus importants de l'aliénation monétaire, à savoir l'arrimage fixe à l'euro et la garantie de convertibilité qui n'existe que de nom. Pour faire cette analyse, je vais me baser sur les données communiquées par la BCEAO elle-même. Vous savez que j'aime bien faire cela. Jusqu'en 1973, c'était 100% des avoirs extérieurs des États membres de la zone qui devaient être placés au Trésor public français. Avec la révision des accords de l'UMOA et la signature de la Convention du compte d'opération en 1973, c'est passé à 65%. Et depuis la signature d'un avenant en 2005, les États membres de la BCEAO avaient l'obligation de placer 50% de leur devise au Trésor public français. Une devise, c'est une monnaie étrangères. Le dollar, l'euro, le rand, le naira, le rouble, le yen, le dirham, le yuan sont des devises. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché du côté de la BEAC, mais en tout cas, eux, ils doivent encore aujourd'hui placer 60% de leurs avoirs extérieurs au Trésor français. Pour les Comoriens, c'est encore pire. On est toujours à 65%. En regardant les états financiers de l'organisation, on constate que le compte d'opération de la zone, qui était logé au Trésor public français jusqu'en 2020, a été clôturé en 2021 alors qu'il comportait la somme de 6 156 milliards de francs CFA. La mission du gouverneur de la BCEAO est de trouver les opportunités de rentabiliser les fonds qui avaient été kidnappés depuis trop longtemps par la France. Cela signifie que 50 ans après la création de l'institution sous sa forme actuelle, parce que je vous avais déjà expliqué dans cette vidéo que les origines de la BCEAO remontent à l'époque de l'esclavage en 1853, il aurait dû commencer à enfin faire son vrai travail de banquier central, c'est-à-dire avoir des réserves extérieures, les faire fructifier pour assurer plusieurs mois d'importation aux pays membres de la zone, en fonction de la demande des opérateurs économiques et des entreprises, leur fournir des devises pour payer leurs importations et enfin lutter contre l'inflation, l'inflation étant l'augmentation du cours
du coût de la vie. Mais au lieu de faire ce boulot, le très incompétent gouverneur Tiemoko Meile Kone a pris une bonne partie de cet argent pour le mettre dans des obligations des États de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe les pays développés avec une économie de marché, en se disant que cela ne comportait pas ou peu de risques et que ça allait dormir là-bas au calme. Ces dernières années, les États européens ont en général des taux d'intérêt nuls ou négatifs sur leurs emprunts obligataires, dus à la politique du quantitative easing. Vous pouvez aller googler ce terme. Ça va du moins quelque chose à du 0,5-0,6% à tout casser si vous avez de la chance. En comparaison, les taux d'intérêt offerts par les obligations émises par les États africains de la zone l'an dernier étaient de 7,25% pour le Bénin, 5,75% pour la Côte d'Ivoire et 5,37% pour le Sénégal. Le taux d'intérêt, c'est la rémunération de celui qui te prête de l'argent. Si par exemple tu es serré et puis tu viens me voir pour que je te dépanne, je te dis ok, je te prête 10 000 francs CFA, mais tu me rends ça à la fin du mois avec 2% d'intérêt. C'est-à-dire que tu vas me rembourser 10 200 francs CFA. Les 200 en haut là, c'est mon guassou. Ça, c'est entre nous. Maintenant, si tu vas à la banque pour chercher un crédit parce que tu veux faire ton champ ou bien payer l'école des enfants ou acheter la broyeuse d'Atiéké, elle va te prêter, disons, 100 000 francs CFA avec un taux d'intérêt de 5% pour 6 mois. Ça veut dire qu'en décembre, tu devras lui rembourser non pas 100 000 francs, mais 105 000 francs. Mais pourquoi elle prend les 5% là? Mais parce que elle a son guassou aussi dedans, mais aussi celui qu'elle donne à ceux qui ont déposé leur argent dans la banque, argent qu'elle va te prêter. Ce ne sont pas les banques commerciales comme UBA, EcoBank ou Afriland qui fabriquent l'argent. Ça, c'est seulement la Banque centrale qui le fait. Les banques commerciales prennent l'argent des gens qui viennent épargner chez elles et elles le prêtent à d'autres en attendant. Pour faire simple, nos génies de la BCEAO ont fait passer nos avoirs extérieurs du Trésor public français au Trésor public européen en achetant des bons du Trésor et des emprunts obligataires européens et en plaçant une petite partie au FMI sur le marché financier du dollar. Plus de 95% de l'argent qui sort en euros est replacé en euros, le reste est placé en dollars et en livres sterling. Sauf que, dans la foulée, l'inflation a explosé dans les pays où Kone a fait ses placements. L'inflation arrive, le coût de la vie augmente. La rémunération des placements opérés varie entre 0 et 0,6%, alors que le taux d'inflation oscille entre 6 jusqu'à 15%, comme en Lituanie ou en Estonie. La guerre en Ukraine l'a amplifié, mais cette inflation est d'abord due à la politique monétaire expansive irresponsable menée depuis quelques années par les banques centrales européennes. Si les banques centrales des pays OCDE veulent bloquer la montée de cette inflation, elles doivent fixer leur taux d'intérêt de base au-dessus du taux d'inflation, ce qui alourdirait le service de leur dette et conduirait à la faillite de ces États. Alors, que faire? Eh bien, une bonne guerre, une vraie, avec bombes, kalash et tutti quanti. La faire, la gagner et piller les trésors du vaincu pour se payer un niveau de vie à ses dépens. Comme ils l'ont fait en 2011 en bombardant la Libye et en assassinant Kadhafi pour lui voler son or et ses devises dont on a perdu la trace jusqu'à ce jour. Abracadabra. Sauf que cette fois-ci, on dirait que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'instrumentalisation de l'Ukraine par l'OTAN sous la coupe des États-Unis pour provoquer Vladimir Poutine a mené au déclenchement d'un conflit armé au cœur de l'Europe depuis le 24 février 2022. Et malgré le 6e et bientôt le 7e train de sanctions en tout genre, l'envoi de milliards et de matériel militaire à l'Ukraine et le vol des avoirs extérieurs de la Fédération de Russie, cette dernière tient bon. Donc, ils ont tapé faute poteau cette fois-ci. Mais revenons à l'ami Kone.
Les taux d'intérêt déjà rabougris des placements qu'il a opérés sont encore plus rognés par l'inflation. En réalité, ce qu'on va lui payer, c'est le taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Si tu as placé un produit à 0,5% et que l'inflation représente 5%, on va faire 0,5 moins 5, ce qui va donner moins 4,5. Donc, notre gars se retrouve avec une rémunération négative de nos avoirs extérieurs. L'an dernier, la BCEAO a gagné comme résultat net d'intérêt la somme de 185 milliards de francs CFA. Mais avec les placements sensibles aux variations du taux d'inflation opérés par notre antithèse de Einstein, la banque se retrouve avec 118 milliards de francs CFA, soit une perte latente de 67 milliards de francs CFA. C'est dans cette ambiance qu'il quitte la BCEAO pour devenir vice-président de la Côte d'Ivoire. La prime à l'incompétence. Rien de nouveau sur les rives de la lagune ébriée. Tant que c'était la France qui gérait en direct, le type, comme tous ses prédécesseurs, était peinard. Il a suffi que la France nous laisse la gestion pour que le gouverneur aille faire des placements hasardeux et que la BCEAO se mette à perdre de l'argent avec un résultat net qui chute de 36%. Cela aurait pu être évité si les placements avaient été faits autrement. Toute personne disposant d'un minimum de bon sens aurait choisi de placer sur des actifs ou des entreprises qui produisent des biens dont les prix, même quand ils subissent l'inflation, laissent la possibilité de répercuter la hausse sur la marchandise sans que le consommateur ne fuit. L'alimentation, le transport, l'énergie, tu veux pas, tu vas devoir manger, te déplacer, produire et t'éclairer. Donc, tu es calé dedans. Même si ça devient cher, tu vas payer. Un gestionnaire avisé aurait aussi pu choisir de placer cet argent dans les entreprises pétrolières ou dans les techniques du futur. Ou peut-être même dans les obligations chinoises qui sont relativement déconnectées des marchés financiers européens, qui rapportent plus et dont les perspectives de gains dans le futur sont plus positives, au contraire des Européens qui sont allés se jeter dans une guerre stressante en Ukraine et dont la civilisation est déclinante, vieille et morne. Ou alors, on aurait pu placer notre argent dans l'achat et le stockage de l'or, mais je reviendrai plus en détail sur cette dernière option dans une autre vidéo. Au vu de l'incompétence notoire de la Banque centrale à gérer les réserves de change que je viens d'illustrer, certains auront beau jeu de pérorer. « Ah, vous voyez, ils crient à tue-tête qu'ils veulent la souveraineté et l'indépendance, mais ils sont incapables de gérer quand on leur laisse la main. N'écoutez pas les yambs et consorts. Mieux, on reste dans le CFA et puis on revient même placer nos 50% au trésor public français. Rien ne serait plus erroné. Les changements pour lesquels nous nous battons n'incluent pas seulement la déconstruction des mécanismes d'aliénation qui nous appauvrissent et qui nous assujettissent, mais également le remplacement des personnes qui ont maintenu en vie trop longtemps ce système néocolonial indigne par des femmes et des hommes compétents aux postes idoines. Regardez les gens qui travaillent à la BCEAO ou à la BEAC. Tant que la France gère pour eux, ils sont assis là avec leur ventre, leur gros salaire, leurs grosses voitures, leurs gros avantages, les voyages en première ou en business, les titres ronflants, les statuts diplomatiques exonérés d'impôts, les prêts au personnel à hauteur de 46 milliards de francs CFA par an. Mais dès lors que sous la pression de la rue, la France dit « Ok, gérez donc déjà vos réserves », c'est là qu'on se rend compte que tous ces gars qui bavardent et fanfaronnent partout, qu'ils ont fait leurs études aux USA ou en France, qu'ils ont géré le FMI, qu'ils ont géré la Banque centrale, qu'ils ont sauvé les économies du Japon et du reste du monde, ces gars-là ne valent que dalle, incapables de faire le b.a.-ba de leur travail de banquiers centraux. Dans la droite ligne de Ouattara, qui était gouverneur de la BCEAO et qui, une fois devenu président de la République de Côte d'Ivoire, est allé surendetter le pays à hauteur de 20 250 milliards
en 10 ans, Thiemoko Meïlet Koné a fait montre de son incapacité à gérer les finances de la zone franc CFA Afrique de l'Ouest de façon autonome dans une perspective de développement des pays membres. Les seules choses dans lesquelles c'est faire valoir excelle, s'endetter, tendre la main et exécuter les ordres qui viennent de Paris ou de Washington. On ne peut d'ailleurs pas exclure que les placements que Koné Meïlet a effectués aient été faits sur instruction du Trésor public français. Mais alors, pourquoi la nomination d'un autre incompétent notoire qui vient de perdre 67 milliards de francs CFA au détriment des 8 pays de la zone à la vice-présidence de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA? Parce que la France-Afrique n'a pas du tout envie de lâcher le morceau, de perdre le contrôle en profondeur d'une économie comme celle de la Côte d'Ivoire. Ouattara, qui est dans son 3e mandat, va embriguer un 4e en 2025. Mais au cas où, pour une raison quelconque, il ne serait pas à même de le faire ou de terminer son mandat, ils ont trouvé celui qui pourrait continuer à satisfaire les besoins et de la France d'une part, et des populations nordistes de Côte d'Ivoire qui veulent toujours rester aux commandes d'autre part. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois en arrière, les cadres et élites du Grand Nord ont créé une association pour aller dire à Ouattara que eux n'ont pas fait une rébellion et la guerre pour accéder au pouvoir afin qu'un non-musulman devienne président de la République après Ouattara. Ils ont été surpris en 2020 par la mort de Amadou Gon et se sont retrouvés sans personne de prêt pour remplacer Ouattara, ce qui les a poussés à violer et corrompre toutes les lois, à décapiter ceux qui s'opposaient à ces violations pour s'installer sous les acclamations de Macron et de l'Union européenne qui prétendent encore représenter les pays de droit et de démocratie libérale. Ils n'ont pas envie que cela se répète. Donc, Hachi Patrick à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est impossible dans leur schéma. Le diplômé en larbinisme de Stanford, bien que prisé par l'Élysée, a donc dû enterrer ses ambitions. Les Français, quant à eux, ont également des revendications. Le remplaçant ou successeur doit être du sérail, quelqu'un de commode, de formaté par la France-Afrique, qui y a fait sa carrière et qui est dans une position au sommet. Le gouverneur de la BCEAO a l'avantage d'être un bon France-africain qui a fait toute sa carrière au sein de la Banque centrale, est un ardent défenseur du franc CFA et de l'orthodoxie du Trésor public français et est également un musulman du Nord. Il remplit donc les exigences des deux camps. Ni une ni deux, le voilà positionné comme vice-président de Côte d'Ivoire. Ça plaît à Paris et ça plaît aussi au cadre du RHDP. Pour le remplacer à Dakar, on choisit Jean-Claude Brou, également un gars du sérail, France-africain jusqu'au bout des ongles, dont le mandat à la tête de la CEDEAO est achevé depuis le mois de mars, mais pour lequel Ouattara a négocié une extension, le temps d'éreinter encore plus les autorités et le peuple malien. On a trouvé en lui le connecteur qui permet de maintenir la France-Afrique dans le format que Macron est venu présenter à Abidjan en décembre 2019. La perspective de l'éco-Macron, aussi appelé éco-CFA, dont Jean-Claude Brou a été le défenseur ardent au sein de la communauté. La France garde le contrôle de l'éco-CFA avec un gouverneur de banque centrale qui en a fait la promotion vibrante pendant qu'il était président de la commission de la CEDEAO. Et elle garde aussi le contrôle du pays le plus musclé de la zone UEMOA, dont le président et le vice-président sont tous deux des anciens gouverneurs de la Banque centrale. La boucle est bouclée et la sérénité est de mise sur le front du CFA pour au moins 10 ans. Et si c'est pour continuer d'embêter le Mali, Ouattara est toujours en poste en Côte d'Ivoire et Jean-Claude Brou maintient sa capacité de nuisance à la tête de la Banque coloniale des États de l'Afrique de l'Ouest qui kidnappe illégalement les avoirs maliens depuis le début de l'année 2022.
Incapables de gérer convenablement les avoirs de l'UEMOA, ces individus préfèrent se contenter de bloquer ceux du Mali. C'est plus facile, c'est vrai. Cela ne nécessite aucune intelligence particulière. Au contraire, la bêtise suffit et ça, ils en ont à profusion dans leur corps. Il se passe tant de choses en Afrique et dans le monde actuellement qu'il est facile de perdre de vue certains de nos chantiers pourtant essentiels. C'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui d'aborder cette thématique. Je le dis souvent et je vais encore le répéter. Franc CFA, compte d'opération, sanctions contre le Mali et le Centrafrique, nomination à la BCEAO et à la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire, guerre en Ukraine, tout se tient. Nous avons parcouru un petit bout de chemin. Avec nos actions et sans grande organisation ni grands moyens, nous avons quand même réussi à les bousculer, à les pousser un peu plus dans leur retranchement. Vous avez vu un échantillon des lettres de menaces, les articles en masse dans les médias français, les tentatives d'intimidation, de me faire taire que je reçois et que j'ai publiées sur mes réseaux ces dernières semaines. Avec nos petites ressources, nous réussissons donc déjà à les ébranler. L'urgence aujourd'hui, pour nous, est de rester vigilants, mobilisés et de nous organiser de sorte que les coups que nous portons à nos adversaires soient létaux, qu'ils conduisent à la désintégration rapide du système qui nous oppresse et qui nous spolie. Avec les amis, nous sommes en train de travailler à cela, mais ça va nécessiter votre mobilisation sur plusieurs champs de bataille. La fenêtre d'opportunité que nous offre le chamboulement du monde dont nous sommes témoins actuellement ne sera pas éternelle. Nous devons nous assurer que cette fois, à la différence de 1885 à Berlin, lorsque le recalibrage du fonctionnement du monde sera discuté, nous soyons à la table de négociation. Le Mali et le Centrafrique ont la chance d'avoir à leur tête des hommes comme Assimi Goïta et Faustin Archange Touadéra, qui ont compris les enjeux du moment et prennent, comme nous, les risques nécessaires au péril de leur vie pour mener le combat. Nous devons démultiplier l'arrivée de ce genre de leaders patriotes et audacieux à la tête de nos États, avec entre autres Ousmane Sonko au Sénégal en 2024 et Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire en 2025. Et pour cela, hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors, partout où nous sommes, dans la rue, dans nos marchés, dans nos ONG, dans nos entreprises, dans nos communautés, dans nos administrations, dans nos armées, dans nos lieux de culte, sur le continent ou dans la diaspora, nous devons nous interconnecter, nous décomplexer et nous battre avec férocité pour l'aboutissement de notre lutte. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et n'oubliez pas de participer à mes cagnottes PayPal et GoFundMe dont les liens sont en dessous, ainsi que l'adresse de mon wallet Bitcoin pour me permettre de continuer à produire ce type de contenu éducatif. Likez, partagez, commentez, donnez-moi de la force et faites circuler la parole. À bientôt.